Bonjour Max Meven. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir avec nous pour notre association magique Cercle français de l'illusion. C'est toujours un honneur d'avoir parmi nous l'une des figures les plus importantes de la magie et spécialement du mentalisme. Alors vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons beaucoup à dire. Je sais que vous avez commencé avec la magie générale et spécialement la magie des cartes, je pense, et vous avez créé des routines incroyables qui sont rassemblées d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Focus, si je ne me trompe pas. Mais ce dont nous aimerions parler ce soir, c'est spécialement le mentalisme, parce que vous êtes quand même un maître dans ce domaine. Alors commençons par une question très simple, Max Maven. Comment êtes-vous entré dans le mentalisme et qu'est-ce qui vous a fait choisir de continuer en tant que mentaliste? Eh bien, j'ai commencé la magie assez jeune, quand j'avais 7 ou 8 ans, et dans mes premières études sur la magie, en lisant des livres bien sûr, je suis tombé sur quelques idées simples de mentalisme et je les ai trouvées très attrayantes. J'ai commencé à étudier plus spécifiquement le mentalisme parce qu'il semblait résonner avec moi, de la même façon que quand quelqu'un aime un type de musique particulier. Pour moi, le mentalisme correspondait à mes sentiments, à mes attentes concernant la création de mystères dans une présentation artistique. Donc, au cours de mon adolescence, j'ai lu des livres plus sérieux sur le mentalisme, en particulier le Jinx. Mhm. Bien. Mais j'ai réalisé que je me sentais trop jeune pour faire correctement du mentalisme. Donc, pendant quelques années, j'ai étudié le mentalisme, mais sans en faire. Puis finalement, lorsque j'ai commencé à sentir que j'avais l'âge et la capacité de le pratiquer correctement, j'ai commencé à ajouter du mentalisme à mon travail et je suis finalement devenu mentaliste. Oh, great. Great, nice. Ok, vous venez d'évoquer Jinx Magazine, qui était le magazine de Hahnemann. Est-ce que Hahnemann vous a beaucoup inspiré? Hahnemann a été une énorme inspiration pour moi à travers les pages de son magazine. Même si, à ma naissance, il était déjà mort, nous avons eu beaucoup de conversations, entre guillemets, à travers les pages de son magazine, quand j'essayais de comprendre ce qu'il écrivait. Je considère Hahnemann comme un de mes grands professeurs. Oh, great. Ok. Et à part Theodor Hahnemann, est-ce qu'il y a eu d'autres mentalistes qui vous ont inspiré? Quand j'ai commencé à apprendre le mentalisme, je n'avais pas eu l'occasion d'en voir. Hmm. Donc je suis devenu un mentaliste professionnel avant même d'avoir jamais vu un autre mentaliste professionnel. Ok. Ensuite, alors que je poursuivais mon travail et mon exploration du mentalisme, j'ai eu la chance de voir d'excellents mentalistes sur scène. Les deux, trois qui m'ont fait plus forte impression sans ordre spécifique sont Chan Ah, ok. Kanasta, Maurice Fogel Ah, follow, ok. et David Berglas. Ok, nice. And what about Al Baker, the ninja? Et à propos de... Al Baker a vécu bien avant mon époque. J'ai lu, je pense, tout ce qu'il a publié, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer ou de le voir travailler. Dunninger, je me suis trouvé une fois dans la même pièce que lui. Il était déjà âgé et je ne suis pas allé à sa rencontre parce que je pensais que ce serait impoli. Concernant Theodor Hahnemann, il n'y a pas énorme. Nous avons un peu cherché, il n'y a pas grand-chose sur sa vie.
Hahnemann a commencé la magie à une période de changement important. Au début du XXe siècle, la magie commençait à changer de plusieurs manières. Au cours du XIXe siècle, la révolution industrielle avait créé quelque chose de nouveau pour la plupart des gens. C'était le temps libre. Avec la révolution industrielle, les gens n'avaient plus à travailler du matin au soir et avaient du temps pour s'amuser. Jusque-là, les activités comme la magie étaient réservées aux professionnels, ou s'ils étaient amateurs, c'est qu'ils étaient riches. C'était un passe-temps pour les gens riches. Mais là, comme des gens de classe plus moyenne pouvaient avoir un hobby, la magie était devenue possible. Une personne riche peut étudier la magie en recrutant un enseignant, en achetant des accessoires coûteux ou en ayant du temps libre pour s'entraîner. Mais pour une personne moins riche qui a soudainement le temps de pouvoir pratiquer en amateur, ce n'est pas la même chose. Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent à dépenser pour des accessoires coûteux. Parce qu'elle n'a pas assez de temps pour répéter pendant des mois ou des années, ni de temps pour s'entraîner aux manipulations. Alors ces gens recherchent une magie qui ne nécessite pas d'accessoires coûteux et qui n'est pas si difficile à faire techniquement. Le mentalisme correspond à ça. Dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, de nouvelles technologies majeures sont apparues, spécifiquement dans le monde du divertissement, et qui ont changé la façon dont les gens regardaient le divertissement. Entre autres, c'est le rythme du divertissement qui a changé. Il devait être beaucoup plus rapide, beaucoup plus court. Et tout cela a abouti à créer un marché solide pour les gens qui voulaient apprendre une magie techniquement facile, y compris le mentalisme techniquement facile. Would you say that it's modern mentalism actually, or would you qualify this as modern mentalism versus? Ah oui, avant le XXe siècle, le mentalisme était différent. Un grand changement est survenu dans les années 1910-1920, et celui qui a le plus influencé ce changement, c'est Dunninger. Dunninger a enlevé le turban et s'est habillé en smoking. Et le paradigme a changé. Auparavant, le mentaliste était connecté au monde des esprits ou à l'occulte. Mais dans les années 20, certains professeurs d'université ont commencé à discuter de la possibilité, scientifiquement, de faire de la lecture de pensée. Le plus célèbre d'entre eux était le docteur J.B. Rhine aux États-Unis, mais il y en avait d'autres. C'est donc devenu le paradigme et des interprètes comme Dunninger, au lieu de parler d'étranges secrets qui ont été appris dans les montagnes d'Himalaya, au lieu de cela, ils parlaient de programmes universitaires et de laboratoires où les scientifiques étudiaient les phénomènes psychiques en utilisant des mots comme la télépathie ou la clairvoyance. Et c'est dans ce monde et cette situation qu'Hahnemann a grandi. Il a été influencé par les idées d'inventeurs tels que Charles Jordan, Theodore Deland, Al Baker ou encore Henry Hardin.
Des inventeurs qui créaient de la magie pour ce nouveau public de magiciens amateurs et de mentalistes amateurs, et leur travail était plus rapide et techniquement plus facile. Mais la seule vidéo que nous avons trouvée sur les réseaux sociaux et sur Internet était sa routine de capture de balles, le bullet catch. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de cette routine qui l'a rendu célèbre d'ailleurs? Oui, en fait, le bullet catch, qui est un tour qui consiste à attraper avec la bouche une balle tirée par un revolver, est un tour assez ancien dans la magie. Et Hahnemann s'est rendu compte que c'était un effet très fort pour se faire de la publicité. La méthode qu'il utilisait était très dangereuse. Elle a été créée par Orville Meyer. Je ne décrirai pas la méthode, sauf pour dire que c'était vraiment dangereux. Au moment où Hahnemann se préparait à exécuter le bullet catch, dans les années 20, les années 30, les cinémas aux États-Unis diffusaient généralement un long programme. En plus de 2 films, il y avait un dessin animé ou un court-métrage sur les voyages. Et parce que la télévision n'existait pas encore, il y avait aussi des actualités. Et dans un cinéma à New York, Hahnemann a vu un film d'actualité dans lequel on voyait un soldat en Espagne en train d'être abattu. Et on voyait le soldat touché par une balle, virevolter et tomber. Hahnemann a vu cela. Aujourd'hui, si vous voyez un tel moment et que vous voulez le revoir, vous le regardez en ligne. Vous pouvez le regarder plusieurs fois. Et évidemment, Hahnemann n'a pas pu faire ça. Donc, il s'est assis dans le cinéma pendant une journée entière, parce que l'extrait ne passait qu'une fois tous les 4 ou 5 heures. Donc il est resté au théâtre toute la journée pour étudier ce clip, pour voir à quoi ressemblait réellement un homme touché par une balle. Comment il virevoltait, comment il tombait, et c'est ainsi qu'il a étudié sa présentation du bullet catch. Really interesting, really interesting. Yeah, very, very. Très, très intéressant tout ça, Stéphane. Et on va d'ailleurs regarder la vidéo de Theodor Hahnemann. Exactement. Tout de suite.
Nous allons maintenant parler de votre propre magie, des spectacles que vous faites. Vous faites à la fois des shows sur scène, mais également du close-up. Voilà, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous adaptez des effets que vous faites sur scène en close-up et réciproquement? Bien, je pense que la magie de scène et le close-up ne sont pas complètement séparés. Elles se recoupent à bien des égards. Quand je suis sur scène ou lorsque je suis en close-up, j'utilise souvent des choses similaires. Je ne travaille généralement pas avec de grands accessoires, que j'ai quelquefois, mais la plupart du temps, mes accessoires sont petits, que je sois sur une grande scène ou dans un rassemblement intime. Ce qui change le plus, c'est le timing. Quand vous travaillez pour un petit groupe, le timing peut être assez différent du timing nécessaire pour travailler avec un grand groupe. Car plusieurs milliers de personnes ne répondent pas en tant que groupe aussi immédiatement qu'un groupe de 3 personnes. Donc quand je suis sur scène, mon timing change, les rythmes changent, les pauses changent. Bien sûr, mes mouvements aussi physiques changent. Ils sont plus grands quand je travaille pour un large public. Ce sont ces choses-là qui changent, pas les effets. Ok. Je voulais juste poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des cartes en mentalisme? Je sais que les puristes, les mentalistes puristes, je ne sais pas si vraiment on peut parler de puristes, mais en tout cas beaucoup de mentalistes disent que les cartes ne sont pas très adaptées au mentalisme. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Bien, je pense que chaque artiste doit faire des choix qui correspondent à ce qu'il pense être la bonne façon de faire pour eux. L'argument, et c'est parfois un argument presque colérique sur l'utilisation des cartes à jouer dans le mentalisme, est un très vieil argument qui existe encore aujourd'hui. Si quelqu'un pense que l'utilisation des cartes en mentalisme est une mauvaise idée, alors je suis d'accord avec le fait qu'il n'utilise pas de cartes. Si nous faisions une liste des mentalistes qui ont utilisé ou qui utilisent des cartes dans le mentalisme, ce serait une très très grande liste qui inclurait presque tous les grands noms de l'histoire du mentalisme. Et on trouverait une toute petite minorité qui n'utilise pas de cartes. Si quelqu'un ne veut pas utiliser des cartes, c'est parfaitement son droit. Je ne pense pas que je serais d'accord d'ailleurs avec l'utilisation du terme puriste. Celui qui choisit de faire du mentalisme fait des choses basées sur ce qu'il pense être du bon mentalisme. Je me souviens d'une chose merveilleuse que Bob Cassidy avait l'habitude de dire. Bob faisait beaucoup d'effets avec des petits papiers et parfois les gens disaient à Bob « Ce que vous faites n'est pas pur, parce que si vous étiez un vrai médium, vous n'auriez pas besoin que les gens écrivent des informations sur des petits bouts de papier. » Et la réponse de Bob était « Eh bien, vous avez tort, parce que je suis un vrai mentaliste et je demande bien aux gens de noter les informations sur des petits bouts de papier. » As simple as that. I always liked Bob's pragmatic answer. Juste pour continuer sur le même thème, est-ce qu'il y a des branches de mentalisme que vous ne pratiquez pas ou que vous n'aimez pas pratiquer? Parler de l'hypnose, la torsion de cuillère ou des métaux. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites jamais ou que vous ne voulez pas faire? Il y a beaucoup de choses dans le mentalisme que je ne fais pas, parce que je pense qu'elles ne me conviennent pas, parce qu'elles ne correspondent pas à ma conception du mentalisme. J'ai essayé l'hypnose quand j'étais jeune, mais j'ai décidé que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. La psychokinèse, la torsion de métal, d'autres choses.
Quand Uri Geller est apparu dans les années 70, tout à coup, tout le monde s'intéressait à l'idée de plier des cuillères ou des clés. Je l'ai essayé, je pense que je l'ai présenté 2 fois en public, puis je me suis dit que cela n'avait pas de sens pour moi, que cela ne me correspondait pas à mes idées. Donc je ne l'ai jamais refait. Et j'ai dit à Uri Geller, et sa réponse était « Merci ». Une chose que je ne fais pas, je ne prédis pas l'avenir. Parce que cela ne correspond pas à ma conception du mentalisme. Ça ne signifie pas que je ne fais pas de prédictions, mais ce que je raconte dans les effets, c'est que j'ai réussi à influencer ou à contrôler les événements du présent pour créer le résultat que j'ai prédit. Ce qui est une histoire totalement différente. Ok, great. 2020-2021 sont les années de la magie virtuelle à cause de la pandémie. Vous qui avez été un des pionniers de la virtuelle magie à la télévision, on rappelle que vous avez fait des shows télévisés dans les années 70 et 80. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? Eh bien, cela me met dans une position intéressante. J'ai commencé à explorer la magie virtuelle à la fin des années 70. Et en 1984, on était au début de la vidéo domestique, j'ai créé une vidéo produite par Universal Studios qui s'appelait « Les jeux d'esprit de Max Maven ». Et elle a été vendue et louée dans des magasins à travers les États-Unis. À la suite de ça, on m'a demandé de créer des jeux de magie virtuelle pour des magazines et aussi pour d'autres émissions de télévision. Et dans les années 90, j'ai commencé à créer des jeux informatiques qui étaient des jeux virtuels interactifs. Et au cours de cette période, en particulier dans les années 90, il y avait beaucoup de magiciens qui regardaient ce que je faisais à la télévision ou dans d'autres émissions et qui disaient qu'ils n'aimaient pas ce style. C'est trop facile, n'importe qui peut le faire. Pour faire quelque chose, je ne me base pas sur le fait que les magiciens l'aiment ou non. Je me soucie de savoir si le public l'aime et je me soucie de savoir si moi je l'aime et je continue à le faire. C'est intéressant parce que maintenant, avec la pandémie et le confinement, tout le monde fait des émissions en Zoom ou sur d'autres plateformes similaires et beaucoup de gens disent « Oh, je pense que j'aime ces effets maintenant ». Donc moi, je n'ai pas changé, mais je pense qu'une partie du monde des magiciens a changé. Est-ce que vous faites des prestations sur Zoom ou autres plateformes? Faites-vous ce genre de choses maintenant pour des comités d'entreprise? Et la réponse est oui et non. Je n'ai pas de show complet sur Zoom parce que je ne me sens pas motivé pour créer un tel spectacle. J'ai créé des effets qui peuvent être présentés sur Zoom. J'ai fait quelques présentations dans le cadre de galas, par exemple, pour faire peut-être 10-15 minutes. Mais je ne suis pas intéressé pour faire un spectacle complet. J'ai conseillé un certain nombre d'artistes pour les aider à utiliser mes connaissances et pour les aider à créer, je l'espère, de meilleures émissions. Je voulais quand même revenir un petit peu en arrière et parler de quelque chose qui est très important, en tout cas pour moi, et je voulais avoir votre avis, Max, sur le fait que comment, en mentalisme, comment faire croire aux gens ce qu'on leur propose.
La réponse la plus simple à cela, c'est votre mentalisme sera plus crédible si vous éliminez des choses qui n'ont pas de logique. Okay. Dans de nombreux cas, le mentalisme est guidé par ses méthodes. Mhm. Et donc, les choses ne se font que parce que la méthode le rend nécessaire. Okay. Et parfois, ce que la méthode exige n'aurait pas de sens dans une situation réelle. Mhm. J'essaye de trouver un exemple, sans trop entrer dans les détails. Yeah, not too much. Il y a des effets où un mentaliste passera par une série de procédures afin d'arriver finalement à l'effet. Et le public sentira pas nécessairement consciemment que les différentes étapes sont là parce que c'est ce qui va faire fonctionner l'effet. Okay. Donc je pense qu'il est important pour un mentaliste d'examiner ce qui se fait au cours d'une routine et de voir et d'imaginer comment ce serait si l'effet se produisait réellement. Mhm. Auriez-vous toutes ces différentes étapes? Dans certains cas, la réponse sera oui, mais dans d'autres cas, ce sera non. Si vous ne pouvez pas éliminer les étapes au strict minimum, les spectateurs peuvent trouver une raison à l'existence de ces étapes. Dans les années 80, j'ai commencé à travailler sur ma version de l'effet intitulée « confabulation ». Le tour est très bon, donc j'ai commencé à le développer et je l'ai présenté dans des boîtes de nuit à plusieurs reprises, sur plusieurs années, et elle a évolué pour devenir encore meilleure. Et finalement, j'ai arrêté de la faire simplement parce que les endroits où je travaillais avaient changé et que cela ne correspondait plus au nouveau lieu. Et il y a environ 5 ans, j'ai fait une série de DVD avec Luis de Matos. Kayfabe. Et je crois que c'est le tout premier effet que je présente, c'est une routine appelée Histoire d'espionnage, qui était ma solution ou ma version de confabulation. Il y a beaucoup de choses dans cette routine que je présente, que j'explique, qui, je pense, améliorent les idées de base de confabulation. L'une d'elles, c'est de trouver une raison au fait d'écrire les informations. Les premières informations sont données par le public. Et je dis à quelqu'un, au premier rang, vous allez être une personne importante dans ce jeu parce que je veux que vous nous aidiez à nous souvenir de tous les détails. Mhm. La personne dit « OK ». Alors, je lui demande de me donner le nom de la première personne qui nous a aidés. Et généralement, la personne ne sait pas, parce que ça ne lui semblait pas important, donc il ne se souvient pas. Alors je lui dis, pour le succès de ce numéro, je vous demande de m'aider à me souvenir de tout et vous ne vous souvenez même pas de la toute première chose. Alors je vais vous aider. Et là, je prends un bloc-notes et j'écris le nom de cette personne. Donc il y a une logique. Je n'écris pas cela pour d'autres raisons ou pour moi-même. Je l'écris pour la personne dans le public, pour qu'il se souvienne. Et parce que je sors le bloc-notes à ce moment-là et pas au tout début, il ne semble pas que ma procédure soit planifiée. Il semble juste que j'ai ajusté la procédure parce que mon spectateur, au premier rang, n'est pas si sûr de l'information que je lui demande. Okay.
Cela peut sembler un tout petit point, mais je pense que c'est un point très important. Une chose importante à mon avis, c'est que pendant l'exécution d'une routine, il faut être toujours conscient que le public peut observer les réactions des spectateurs qui sont impliqués dans le tour. Parce que si les réactions sont réelles, le public éliminera l'idée d'utilisation d'un compère. La plupart des gens ne sont pas de bons acteurs. Si je dis simplement que je n'utilise pas de compère, il n'y a aucune raison pour que quiconque me croie. Mais si les réactions du spectateur impliqué l'indiquent, c'est beaucoup plus crédible. Lorsque j'interviens à la télévision, je ne dis à personne ce que je vais faire. Et je ne répète pas la routine en entier. Quand je fais de la télévision, je dis aux réalisateurs et aux producteurs je décrirai les choses que vous avez besoin de savoir. Je vais vous dire où les choses vont se passer, où vous devrez faire un gros plan. Et si j'ai besoin de montrer quelque chose à la caméra, je peux vous montrer comment je vais le présenter et vous me dites quelle caméra utiliser. Mais je ne vais pas exécuter toute la routine parce que je veux que les réactions soient réelles. Et si ce qui apparaît à l'écran n'est pas parfait parce que le caméraman ne savait pas exactement à quoi s'attendre, j'accepterai. Très intéressant comme point de vue, je pense, pour tous les gens qui font de la télévision. Un dernier thème peut-être, Max, que l'on peut évoquer avec vous, c'est le sujet de la France. Est-ce que vous avez des expériences de shows que vous avez pu faire en France, d'événements auxquels vous avez participé? Puis plus généralement, qu'est-ce que vous pensez des magiciens français et de la magie en France? J'ai eu la chance de venir en France plusieurs fois. La première, c'était en touriste, il y a environ 50 ans. Depuis, je suis revenu à de nombreuses reprises, parfois juste pour le plaisir. J'ai des amis français, j'ai participé à des conventions françaises et dans d'autres circonstances. Il y a beaucoup de magiciens français que je connais et que j'admire avec différents styles. Gaëtan Bloom est l'un de mes magiciens préférés, mais aussi l'une de mes personnes préférées. Je pense que c'est un brillant inventeur et un artiste merveilleux. Nous avons travaillé ensemble plusieurs fois, je l'ai programmé à la dernière FISM et ils m'ont demandé de produire l'un des spectacles du gala et j'ai demandé à Gaëtan d'y participer. Mais il y a aussi beaucoup d'autres grands magiciens français qui font du close-up. Vous avez Bernard Billis ou Jean-Jacques Sanvert. J'ai peur de mentionner beaucoup de noms parce que j'en oublierai certains. Il y a Alexandra Duvivier et son père. Et puis il y a aussi de grands magiciens de scène également. J'étais l'ami de Pierre Brama, dont le travail était fantastique. Je pense que vous avez une anecdote avec Pierre Brama durant une FISM, n'est-ce pas? Je pense que je sais de quoi vous voulez parler. La première FISM à laquelle j'ai participé, c'était à Madrid en 1985. Et Pierre Brama, que je n'avais pas encore rencontré, j'avais vu sa performance, mais je ne l'avais pas rencontré, avait écrit une longue critique de cette convention. Et il était sourd. Oui, il était sourd. Donc la critique a été publiée en français. J'ai vu cette critique. Mon français est très mauvais, mais je comprends un peu. Et à l'écrit, c'est un peu plus facile, car je peux vérifier dans un dictionnaire. Et donc, il a décrit ma performance.
je fais un numéro parlé et les mots, ils sont importants. Il a compris exactement ce que je faisais, et pas seulement les mots. Il a compris la texture, la sensation, le rythme, l'attitude, tous les détails. J'étais très fier de cela. J'étais aussi content parce qu'il l'a aimé, mais il l'a aimé pour les bonnes raisons, et c'était une très bonne chose pour moi. Je veux dire que la magie française est superbe, et j'aime aussi la France en tant que lieu, en tant que pays. J'adore Paris, j'ai eu la chance de voyager dans d'autres régions de France et de découvrir certains aspects de la culture française et de la cuisine française. Je pense aussi que la littérature magique française est importante. Vous savez, il y avait un merveilleux magazine que je suis sûr vous connaissez. Son titre était Mad Magic. Mad Magic, exactly. You studied Mad Magic. Fait par Jean Merlin et James Hodge. Jean Merlin est toujours vivant et je suis très heureux de le dire. J'ai rencontré Jean Merlin au début des années 70 quand il a fait une tournée de conférences sur la magie des cordes. Et c'était génial, c'était fantastique. C'était une réflexion radicalement nouvelle et excitante sur les cordes. Et James Hodge était un brillant illustrateur. Il y a un dessin original de James Hodge que vous ne pouvez pas voir, mais qui est sur un mur derrière moi. Un dessin qu'il m'a donné. Donc Mad Magic était un magazine très en avance. J'ai la collection presque complète de ces magazines et ils sont super. Je connais également Georges Proust avec les différents livres qu'il a publiés. Vous savez qu'il y a un certain nombre de mes livres qui sont disponibles en français et cela me fait très plaisir. Ce qui me manque le plus avec la pandémie et le confinement, c'est de voyager. J'aime voir différents environnements, différentes cultures, entendre différentes langues, sentir différentes atmosphères. Et tout ça, ça me manque. Donc j'espère vraiment avoir de nouveau la chance de voyager. Je pense que ce serait génial si cela incluait le retour en France. Oh yeah, I think it will. Quand vous voulez, et nous allons réserver le meilleur restaurant à Paris. Et si jamais c'est en hiver, je dois insister pour que nous allions manger un cassoulet. Cassoulet, exactly. Cassoulet, no problem. Sans doute la meilleure nourriture d'hiver dans le monde. With a good wine. Ok, je pense qu'on arrive probablement à la fin. Toute bonne chose a une fin, mon cher Stéphane. Et on va essayer de conclure. Donc, on va peut-être laisser la conclusion à Max pour faire la conclusion. Si tu veux ajouter quelque chose, peut-être? Non, si ce n'est que j'ai évidemment été ravi de pouvoir avoir cet entretien avec Max Maven. Et je t'en remercie parce que c'est grâce à toi si on a eu cette interview. Et peut-être qu'on peut lui demander quelques mots en français, puisque même si son français est minimaliste, ça me ferait plaisir de l'entendre parler français. Bien, je dirais simplement que la qualité de la magie en France a toujours été très forte. Si l'on remonte au 19e siècle, avec Robert Houdin ou d'autres artistes français importants, dont l'influence a été importante. Aussi pour la communauté internationale de la magie. La FISM a débuté avec Jules Dautel. C'était son idée de ce regroupement international, qu'il devienne la FISM. Et donc la France a été un pays très important quand il s'agit de parler de ce monde international de la magie. Donc avoir cette occasion particulière de parler avec vous et plus largement aux magiciens français, je dirais simplement, c'est avec plaisir.
Merci, c'est un grand plaisir pour nous aussi, Max Maven. Merci beaucoup pour tout. Merci Stéphane, merci à Christopher. Thanks a lot, Max, for the time. I think we're finished, Christopher.